Par une nuit orageuse, un cheval blanc surgit de la forêt, portant une jeune femme ligotée. Ses yeux bandés ne voient pas le chemin, mais son cœur sent qu'elle est en train d'être sauvée. Un voyage épique de dépassement de soi et d'amour commence, défiant tout ce que vous croyez sur le courage et la détermination. Préparez-vous à une histoire qui touchera votre âme. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et dites-nous d'où vous regardez. Le bruit de la pluie frappe les fenêtres de l'ancien manoir. À l'intérieur, il y a le silence. Un silence qui cache des secrets trop profonds pour être prononcés. Dans l'obscurité des couloirs, une jeune femme aux cheveux dorés touche doucement le piano. Ses doigts glissent sur les touches avec la précision de quelqu'un qui voit au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Mais Claire ne voit pas. Elle n'a jamais vu. Et peut-être est-ce justement là sa plus grande force. L'horloge du salon marque minuit lorsque la musique s'arrête. Des pas lourds résonnent sur le sol de marbre. Un homme grand, aux cheveux gris et au visage austère, observe sa fille avec un regard qui mêle indifférence et mépris. C'est Henry von Altmann, magnate des industries pharmaceutiques, un homme dont l'empire a été construit avec la même glace qui coule dans ses veines. La tempête s'intensifie dehors, comme si la nature pressentait ce qui allait arriver. Dans l'écurie, un majestueux cheval blanc s'éveille. Maximus, élevé avec Claire depuis qu'il n'était qu'un poulain. Ses oreilles se dressent, attentives. Quelque chose ne va pas, très mal. Il est temps de régler ce problème une bonne fois pour toutes, murmure Henry en prenant un manteau et des gants. 25 ans à entretenir une héritière défectueuse. Une honte pour le nom von Altmann. Claire sent le changement dans l'air, cette tension qui précède les tempêtes. Pas seulement celle de la nature, mais aussi celle du cœur humain. Lorsque son père l'appelle pour une promenade nocturne, quelque chose en elle se contracte. Un instinct primordial qui l'alerte du danger. Malgré tout, elle le suit. Que pouvait-elle faire d'autre? Les murs du manoir dans les Alpes suisses ont été sa prison et son refuge toute sa vie. La pluie tombe impitoyablement lorsqu'ils arrivent à l'écurie. L'odeur de paille humide et le hennissement nerveux de Maximus enveloppent Claire comme une étreinte familière. « Nous allons faire une petite promenade », dit Henry avec une fausse gentillesse qui ne trompe pas des oreilles aussi sensibles que les siennes. Ses mains rugueuses la soulèvent sur le dos de l'animal, l'attachant avec des cordes trop serrées pour une simple sortie. « Père, que faites-vous » La voix de Claire tremble, non pas de froid, mais d'une terrible compréhension qui commence à se former dans son esprit. « Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps », répond-il, posant un bandeau sur les yeux déjà aveugles de la jeune femme. « Je ne peux plus gaspiller ma fortune avec quelqu'un qui ne sera jamais capable d'assurer la continuité des affaires familiales. » Les portes de la propriété s'ouvrent sur la forêt dense qui entoure le manoir. La pluie se transforme en tempête violente, frappant hommes, animal et jeunes femmes sans pitié. Les éclairs rugissent comme la protestation de la terre elle-même contre l'injustice qui est sur le point de se produire. Henry conduit le cheval sur des sentiers de plus en plus éloignés, pénétrant dans la forêt où les pins anciens créent une cathédrale naturelle d'obscurité et de mystère. Claire sent chaque balancement, chaque hésitation dans le pas de Maximus. L'animal est nerveux, résistant au commandement de l'homme qui le tire par les rênes. Finalement, après ce qui semble une éternité, il s'arrête. Le bruit de la pluie est différent ici, plus ouvert, moins protégé. Ils sont dans une clairière. Claire sent le vent glacial couper sa peau comme de petites lames. « C'est la fin du chemin pour toi », dit Henry, avec une voix aussi froide que la nuit environnante. « Dommage que ta mère ne soit pas là pour voir comment. Sa fille adorée a fini, mais elle a choisi de disparaître, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle avait prévu que tu serais un fardeau trop lourd. » Les mots coupent plus profondément que le vent. Claire ravale les larmes qui menacent de s'échapper. Elle ne lui donnera pas ce plaisir. Mais son cœur est brisé, non. Pas tant par l'abandon, mais par la confirmation de quelque chose qu'elle a toujours su. Son père ne l'a jamais aimé. Henry lâche les rênes de Maximus et s'éloigne de quelques pas. « Adieu Claire. Considérez ceci comme un acte de miséricorde. La nature s'occupe des siens maintenant. » Un coup de tonnerre assourdissant déchire le ciel, suivi d'un éclair qui illumine brièvement la scène bizarre. Un homme tournant, le dos à sa propre fille.
ligoté et bandé sur un cheval, abandonné à son sort dans la vaste étendue sauvage des Alpes. C'est à ce moment qu'un événement extraordinaire se produit. Maximus, le noble animal qui a grandi sous les soins de Claire, sent le danger. Avec un hennissement furieux, il se cabre, tournant brusquement. Henri essaie de saisir les rênes, mais le cheval est plus rapide. Un coup de sabot puissant frappe le magnate à la poitrine, le faisant tomber dans la boue. Avant que l'homme ne puisse se relever, Maximus s'élance dans la forêt, emportant Claire avec lui. « Maximus, que se passe-t-il » La voix de Claire est presque étouffée par le rugissement de la tempête. Ses doigts, toujours si habiles au piano, luttent maintenant contre les cordes qui la retiennent. Mais le nœud est trop fort. Le cheval court comme s'il avait des ailes, évitant les arbres et sautant par-dessus les ruisseaux gonflés par la pluie. Chaque mouvement est une promesse silencieuse. Je te protégerai. Je t'ai toujours protégé. La nuit avance tandis que l'improbable duo s'éloigne de plus en plus du manoir. La pluie diminue enfin, laissant place à un ciel que Claire ne peut pas voir, mais qu'elle peut sentir, clair, vaste, ponctué d'étoiles qui semblent observer, sa fuite avec des yeux anciens et compatissants. Épuisé, Maximus ralentit finalement le pas. Ils sont arrivés à une petite cabane abandonnée, utilisée par les bergers pendant l'été. L'animal pousse la porte entr'ouverte avec son museau, entrant dans l'abri modeste, mais sec. Claire est toujours ligotée, bandée, et maintenant, complètement désorientée. « Où sommes-nous, Maximus ? S'il vous plaît, aidez-moi » Sa voix résonne dans l'espace vide, répondu seulement par le son doux de la respiration du cheval. Maximus s'approche d'une poutre basse et s'y frotte. La friction commence à desserrer le nœud des cordes qui retiennent Claire. Avec patience et instinct, l'animal continue le mouvement jusqu'à ce que, finalement, la jeune femme sente les liens céder. Ses bras fourmillent lorsque le sang recommence à circuler librement. Des mains tremblantes, elle retire le bandeau inutile de ses yeux qui n'ont jamais vu la lumière. « Tu m'as sauvé », murmure-t-elle, serrant le cou puissant de l'animal. « Mon père, il m'a vraiment abandonné. » Les larmes viennent enfin, non pas comme un timide ruisseau, mais comme un torrent incontrôlable qui lave la douleur, la trahison, la peur. Claire pleure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, tandis que Maximus reste patiemment à ses côtés, une présence solide dans un monde qui vient de s'effondrer. Lorsque l'aube arrive, annoncée par les oiseaux qui commencent leur chant, matinale, Claire a déjà pris sa décision. Elle ne retournera pas au manoir. Elle ne peut pas. Henri a clairement fait savoir qu'elle n'était plus la bienvenue. De plus, revenir signifierait mettre Maximus en danger. Son père ne pardonnerait jamais à l'animal son insubordination. « Nous sommes seuls maintenant, toi et moi », dit-elle caressant le museau du cheval. « Mais nous allons y arriver. Je vais trouver un endroit où nous pourrons vivre en paix. » Avec ces mots, commence l'extraordinaire voyage de Claire et Maximus à travers les Alpes suisses. Un voyage qui mettra à l'épreuve les limites de la survie humaine et de la dévotion animale. Un voyage qui les transformera tous les deux pour toujours. Les premiers jours sont les plus difficiles. Claire, élevée dans un manoir luxueux, n'a jamais eu besoin de lutter pour sa survie. Ses mains délicates, entraînées à extraire de la musique du piano, doivent maintenant apprendre à cueillir des baies sauvages, à sentir la texture des plantes pour distinguer les comestibles des vénéneuses. Maximus devient ses yeux, de doux hennissements indiquant le danger ou la sécurité. Ils suivent le cours d'un ruisseau, guidés par le bruit de l'eau. Claire mouille ses lèvres desséchées, sentant pour la première fois le goût de la liberté, doux et effrayant, à la fois. Sa robe de soie, autrefois élégante, est maintenant déchirée et tachée. Mais cela n'a plus d'importance. Rien de l'ancien monde n'importe. Une semaine après leur fuite, la nourriture commence à se faire rare. L'automne approche, et avec lui, le premier avertissement de l'implacable hiver alpin. Claire réalise qu'ils doivent trouver un abri, un endroit où ils peuvent s'installer, avant que la neige ne rende la survie impossible. C'est Maximus qui trouve le chemin. Comme s'il suivait une carte invisible, le cheval prend un sentier étroit qui serpente à flanc de montagne. Claire s'accroche à sa crinière, faisant entièrement confiance à l'instinct de l'animal. L'air se raréfie, le vent est plus mordant. Et puis,
Alors que le découragement menace de la submerger, elle entend des clochettes, de petites clochettes tintant au vent. Des moutons, murmure Claire, reconnaissant le son familier des sonnailles que les bergers mettent à leur troupeau. Maximus, il y a des gens près d'ici. Le cheval hennit doucement, comme pour confirmer sa perception. Claire sent un frisson parcourir son échine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. L'odeur de la fumée de bois leur parvient, apportant avec elle la promesse de chaleur et, peut-être, de nourriture. Claire respire profondément, essayant de calmer son cœur battant la chamade. Après des jours d'isolement, la perspective de rencontrer d'autres personnes éveille en elle des émotions contradictoires. Et s'il la rejetait? Et s'il la renvoyait à son père? Maximus semble sentir son hésitation et s'arrête, de bas hennissement comme une question. Claire lui caresse le cou. « D'accord, » dit-elle, essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne se sent. « Allons-y, nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas ?» Un chien aboie au loin, alertant son maître des visiteurs inattendus. Claire sent son corps se tendre. Le moment de vérité est arrivé. Qui vient là? La voix est rude, vieillie par le temps et l'isolement, mais pas hostile. « S'il vous plaît, n'ayez pas peur, » répond Claire, glissant du dos de Maximus. « Je m'appelle Claire, je suis perdue. C'est mon cheval, Maximus. Il m'a amené jusqu'ici. » Des pas lourds s'approchent. Claire sent l'odeur de la laine, du fromage et de la fumée. La présence d'un homme âgé, probablement un berger. Une jeune femme aveugle en montagne et ce magnifique cheval. « D'où venez-vous » L'homme parle avec un accent prononcé, probablement local. Claire hésite. Combien doit-elle révéler? « Nous avons besoin d'aide, » dit-elle finalement. « Je peux payer pour le gîte et le couvert, j'ai ceci. » Elle retire un bracelet d'or de son poignet, l'une des rares possessions qu'elle porte encore de son ancien monde. Le silence qui suit est dense, évaluant. Claire sent le regard du vieil homme parcourir sa silhouette dépenaillée, la robe déchirée, les cheveux emmêlés, les mains éraflées par les chutes et les épines. « Gardez votre or, jeune fille, » dit-il finalement. Ces montagnes ne sont pas un endroit pour une jeune femme seule, surtout une qui ne peut pas voir son chemin. Venez, ma cabane n'est pas grande, mais il y a de la place pour vous. Le cheval peut rester à l'abri des moutons. Des larmes de soulagement jaillissent des yeux de Claire. « Merci, » murmure-t-elle. « Merci. » Ainsi commence le premier chapitre de la nouvelle vie de Claire. Le vieux berger, Anton, est un homme de peu de mots, mais d'une grande compassion. Il ne pose pas beaucoup de questions sur son passé, respectant le silence de la jeune femme sur certains sujets. En échange de l'hospitalité, Claire aide comme elle peut, préparant des repas simples, trayant les chèvres et le soir, jouant d'anciennes mélodies sur les cordes usées d'un vieux violon qu'Anton garde comme un trésor. « Vous avez un don », et observe-t-il après l'avoir entendu jouer pour la première fois. Vos mains parlent le langage de la musique, comme si elles étaient nées pour cela. Claire sourit, le premier sourire sincère depuis des semaines. La musique a toujours été ma seule véritable liberté, confesse-t-elle. Quand je joue, je vois des paysages, des couleurs, des histoires. C'est comme si, pendant quelques instants, l'obscurité se transformait en lumière. Le temps passe. Les premières neiges tombent, transformant les Alpes en un royaume de silence blanc. Claire apprend le rythme de la vie pastorale, la simplicité qui existe dans les petites tâches quotidiennes. Maximus s'adapte bien à la routine, aidant à guider le troupeau avec une intelligence qui surprend même le vieux Anton. Mais la paix est perturbée lorsque, par un après-midi d'hiver, des visiteurs inattendus arrivent à la cabane isolée. « Nous cherchons une jeune femme », annonce une voix inconnue. Claire von Altmann. Son père offre une généreuse récompense pour toute information sur sa localisation. Le cœur de Claire semble se geler. Cachée à l'intérieur de la cabane, elle entend la réponse calme d'Anton. « Je ne vois pas d'étrangers par ici. Depuis l'été dernier. Une jeune femme de famille riche ne survivrait pas ici en haut, encore moins en hiver. Cherchez dans les villages en bas. » Les hommes insistent, décrivent Claire et Maximus avec des détails étrangement précis. Ils parlent de la récompense, une somme qui permettrait à n'importe quel berger de vivre confortablement pour le reste de sa vie. Mais Anton reste ferme.
Lorsqu'ils partent, finalement, Claire émerge de sa cachette, tremblant non pas de froid, mais de peur. « Pourquoi ne m'avez-vous pas livré ?» demande-t-elle, la voix passant à peine un murmure. « La récompense. » Anton soupire profondément. « L'argent n'est pas tout dans cette vie, jeune fille. De plus, j'ai mes raisons de me méfier des hommes riches qui veulent retrouver des personnes disparues. Maintenant, nous devons réfléchir. Il n'est pas sûr pour vous de rester ici. Ils reviendront. » Cette nuit-là, tandis que la neige tombe abondamment dehors, Claire prend une autre décision cruciale. Elle doit continuer son voyage, s'éloigner encore plus de l'influence de son père. Anton suggère une destination. Une vieille amie qui vit de l'autre côté de la vallée, une artiste excentrique, nommée Marguerite. Elle est différente, explique-t-il, choisissant soigneusement ses mots. Marguerite voit le monde d'une manière que peu comprennent. Peut-être, justement pour cela, elle vous comprendra mieux que la plupart. Lorsque la première opportunité se présente, un rare jour de ciel clair au milieu de l'hiver, Claire et Maximus partent. Les adieux à Anton sont émouvants, mais brefs. Le vieux berger met dans les mains de Claire un petit sac de provisions, et plus précieux encore son vieux violon. La musique ouvrira des portes que l'argent ne peut acheter, dit-il, l'embrassant une dernière fois. Allez prudemment, Claire, et rappelez-vous, tout n'est pas perdu quand on trouve de vrais amis. Le voyage jusqu'à la maison de Marguerite est ardu. L'hiver ne pardonne pas aux voyageurs, et plus, une fois, Claire pense qu'ils ne survivront pas. Mais Maximus, avec sa force inébranlable, continue d'avancer à travers les chemins traîtres. Comme si l'animal comprenait que s'arrêter signifierait la mort. Il lutte contre la neige, le vent, la fatigue. 3 jours plus tard, épuisés et gelés, ils arrivent à une étrange construction sur le versant ensoleillé de la vallée. Ce n'est pas vraiment une maison. Cela ressemble plus à un ensemble de cabanes interconnectées, avec des cheminées fumantes et des fenêtres colorées qui reflètent la lumière de l'après-midi. Quelque chose que Claire ne peut pas voir mais qu'elle peut sentir, la chaleur qui émane de cet endroit inhabituel. « Bonjour » appelle-t-elle, sa voix faible après le voyage exténuant. « Quelqu'un peut m'aider ? Anton m'a envoyé. » La porte s'ouvre avec un grincement, et l'odeur de peinture, d'herbes séchées et de pain fraîchement cuit enveloppe Claire comme une étreinte inattendue. Une visiteuse en plein hiver, et avec un cheval si magnifique. Intéressant ? Très intéressant. La voix est mélodieuse, avec un léger accent que Claire ne parvient pas à identifier. « Venez, ma chère. Vous semblez avoir voyagé de très loin. » Marguerite est comme rien que Claire n'ait jamais connu. L'artiste parle vite, pense encore plus vite, et semble se déplacer comme un petit ouragan autour de ses ateliers et studios. En quelques heures, Claire est baignée, nourrie et installée dans une chambre chauffée qui sent la lavande et le cèdre. « Anton m'a parlé de vous dans une lettre », révèle Marguerite en servant un thé fort et aromatique. « Il n'a pas mentionné votre nom de famille, mais il n'est pas difficile de deviner. Les von Altmann ne sont pas connus pour leur discrétion, surtout quand ils perdent quelque chose de précieux. » Claire sent son estomac se serrer. « Alors vous savez qui je suis. Je sais que vous êtes une jeune femme qui a choisi la liberté au lieu de la prison dorée, » répond Marguerite doucement. « Le reste n'est qu'un détail. Ici, vous êtes juste Claire, et c'est un endroit sûr. » Les mois qui suivent transforment Claire d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Sous la tutelle excentrique de Marguerite, elle apprend à peindre. Oui, à peindre. Non pas avec des couleurs qu'elle ne peut pas voir, mais avec des textures. Ses mains si habiles en musique créent maintenant des reliefs et des formes sur des toiles tridimensionnelles. Un art qui peut être senti, pas seulement vu. Le véritable art ne dépend pas des yeux, insiste Marguerite. Il dépend de l'âme. Et la vôtre, ma chère, a autant de couleurs que l'arc-en-ciel que vous n'avez jamais vu. Maximus aussi s'épanouit dans ce nouvel environnement. Le cheval blanc, maintenant remis des épreuves du voyage, devient une sorte de célébrité locale. Les villageois du petit village voisin viennent l'admirer, apportant des cadeaux, des pommes, des carottes, des couvertures tissées à la main pour le cheval magique, comme ils commencent à l'appeler. Claire apprend à tisser, à faire de la poterie, à identifier les plantes médicinales au toucher et à l'odeur. Sa musique évolue,
incorporant les sons de la nature et les histoires des montagnes qu'elle considère maintenant comme sa maison. Le soir, elle joue pour les amis de Marguerite, artistes, artisans, philosophes, qui se réunissent pour célébrer l'art et la vie. C'est lors d'une de ces soirées qu'elle rencontre Eric, un jeune guide de montagne à la voix profonde et aux mains calleuses par le travail acharné. Claire le voit à travers ses histoires, les escalades dangereuses, les sauvetages dramatiques, les moments de solitude sublime sur les plus hauts sommets. Comment est-il possible que quelqu'un qui n'a jamais vu les montagnes puisse les décrire si parfaitement dans sa musique? Demande-t-il après l'avoir entendu jouer une pièce inspirée des avalanches de printemps. Claire sourit. Je n'ai pas besoin d'yeux pour voir. J'ai des oreilles pour écouter le vent raconter des secrets, des mains pour sentir la texture des roches, un nez pour capter le parfum des fleurs alpines. Les montagnes me parlent et je ne fais que traduire leur langage en musique. Eric est fasciné. Il commence à venir régulièrement, apportant toujours des cadeaux particuliers, une pierre de forme inhabituelle, une plume d'aigle, un morceau de cristal glacé des grottes les plus hautes. Des objets qui racontent des histoires que Claire peut toucher. Le printemps arrive, faisant fondre la neige, apportant une nouvelle vie à la vallée. Claire sent le changement dans l'atmosphère, dans le comportement des animaux, dans l'odeur de la terre humide. C'est comme si le monde se réveillait d'un long sommeil, et avec lui, aussi ses rêves longtemps endormis. « Je veux apprendre à marcher seule », annonce-t-elle à Marguerite. Sans Maximus, sans guide, juste moi et ma canne. L'artiste hésite. Les montagnes sont dangereuses, Claire. Même pour ceux qui peuvent voir. Plus dangereux est de vivre dans la peur, répond Claire, avec une détermination qui surprend les deux femmes. Je dois me prouver que je peux, que je suis plus que ma cécité. C'est Eric qui propose de l'enseigner. Avec une patience infinie, il montre à Claire comment utiliser les sons, les odeurs, les textures du terrain pour s'orienter. Comment sentir le soleil sur le visage pour déterminer la direction. Comment écouter l'écho pour évaluer les espaces ouverts et fermés. La montagne ne se soucie pas que vous puissiez la voir ou non, explique-t-il. Elle exige juste respect et attention. Faites attention à ce qu'elle dit, et vous ne serez jamais vraiment perdu. Les leçons sont difficiles. Claire tombe, se blesse, se frustre. Il y a des jours où elle veut abandonner, retourner à la sécurité de la maison de Marguerite. Mais quelque chose en elle, la même force, qui l'a maintenue en vie pendant cette première nuit terrible de la fuite, la pousse à continuer. Et puis, par un matin clair d'été, cela arrive. Claire marche seule sur plus d'1 kilomètre, suivant un sentier connu, utilisant seulement sa canne et ses sens aiguisés. Lorsqu'elle retourne au point de départ, où Eric et Marguerite l'attendent anxieusement, elle ressent une joie si intense qu'elle déborde en larmes. « J'ai réussi », murmure-t-elle, embrassant ses amis. « J'ai vraiment réussi ». C'est une petite victoire qui marque une grande transformation. Claire n'est plus seulement l'héritière aveugle qui a été abandonnée. C'est une femme forte, capable, déterminée à tracer son propre chemin dans le monde. Mais tandis que Claire s'épanouit dans sa nouvelle vie, Henri von Altmann n'a pas renoncé à la retrouver. La recherche, qui a commencé comme une tentative de faire taire un possible scandale, devient une obsession lorsqu'il découvre que son empire financier est en danger. Sans héritier légitime, les actions de ses entreprises commencent à se déprécier. Les investisseurs exigent des garanties. Le conseil d'administration remet en question l'avenir de la dynastie von Altmann. Pressé de toutes parts, Henri augmente la récompense. Il engage des détectives privés, offre des pots de vin à des fonctionnaires locaux. La nouvelle de l'héritière disparue se répand comme un feu de forêt, atteignant les coins les plus reculés des Alpes. C'est un jeune, bergère, ébloui par la promesse de richesse, qui finit par livrer la localisation approximative de Claire. Non par méchanceté, mais par ignorance, le garçon ne comprend pas les implications de sa révélation. Pour lui, il aide simplement une fille à retrouver son père inquiet. Lorsque les premières rumeurs arrivent dans la vallée, Marguerite perçoit immédiatement le danger. « Vous devez repartir, Claire. Je ne peux pas vous protéger s'ils viennent en force. » La nouvelle tombe comme un poids sur Claire. À nouveau fugitive, à nouveau forcée de quitter un endroit qu'elle a appris à appeler sa maison. L'injustice brûle dans sa poitrine.
Jusqu'à quand devrais-je fuir? Pendant combien de temps serais-je encore poursuivi par un homme qui voulait ma mort? Eric, qui ne cache plus ses sentiments pour Claire, offre une solution audacieuse. Je connais un endroit, un ancien monastère construit sur une pente presque inaccessible. Peu connaissent son existence, et moins encore parviennent à y accéder. Les nonnes vivent en réclusion, dédiées à la musique sacrée et à la contemplation. Ce serait un refuge parfait. Claire hésite. L'idée d'isolement dans un monastère ne correspond pas à son indépendance nouvellement découverte. Mais les alternatives sont rares, et le temps court. Combien de temps faudrait-il pour y arriver? 3 jours, si le temps coopère, répond Eric. Mais c'est un voyage dangereux. Des gorges étroites, des passages exposés. Ce n'est pas quelque chose que je recommanderais dans des circonstances normales. Et pour Maximus? Demande Claire, touchant le cou de son fidèle compagnon. Pourrait-il faire ce chemin? Eric soupire. C'est la partie la plus difficile. Il y a des passages où nous devrions escalader. Maximus ne pourrait pas suivre. La révélation frappe Claire comme un coup physique. Se séparer de Maximus, l'animal qui a sauvé sa vie, qui a été ses yeux, son protecteur, son ami le plus loyal. Impossible. Alors nous devons trouver un autre chemin, déclare-t-elle avec fermeté. Je ne l'abandonnerai pas. C'est Marguerite qui suggère une alternative. Il existe une légende dans ces montagnes. Elle parle d'une vallée cachée, protégée de tous côtés par des falaises si abruptes qu'elles semblent impénétrables. Les anciens bergers l'appelaient « le refuge des anges ». On dit qu'il ne peut être trouvé que par ceux qui ont un cœur pur et un besoin véritable. Eric secoue la tête, sceptique. Ce ne sont que des histoires pour enfants, Marguerite. Je connais ces montagnes comme ma poche, et je n'ai jamais entendu parler d'un tel endroit. Toutes les vérités ne peuvent pas être vues, mon jeune guide, répond l'artiste avec un sourire énigmatique. Certaines doivent être ressenties. Claire comprend cela mieux que quiconque. Cette nuit-là, tandis qu'Éric et Marguerite, discutant des itinéraires et des plans, Claire se retire dans le petit jardin derrière la maison. La fragrance des fleurs nocturnes est intense, presque enivrante. Assise sous les étoiles qu'elle ne peut pas voir mais qu'elle sait être là, elle joue de son violon. La mélodie commence douce, hésitante, une question lancée à l'univers. Peu à peu, elle prend de la force, incorporant les sons nocturnes, le murmure du vent, le lointain cri d'une chouette. Claire laisse ses doigts suivre le chemin que son cœur dicte, sans penser, sans planifier, juste en sentant. C'est pendant cette improvisation que quelque chose d'extraordinaire se produit. Une brise inattendue apporte un arôme inconnu, des fleurs rares qui ne poussent qu'à haute altitude, et avec lui le son lointain de clochettes. Ce ne sont pas les clochettes des moutons, ni les cloches de l'église du village. Elles sont plus délicates, presque éthérées. Claire arrête de jouer, se concentrant sur le son. Il va et vient, comme s'il dansait dans le vent. Mais il y a un schéma, une direction. Maximus, l'appelle-t-elle doucement. Le cheval qui paissait à proximité s'approche immédiatement. Tu entends aussi, n'est-ce pas, les clochettes? L'animal hennit doucement, comme pour confirmer. Claire sent un frisson parcourir son échine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Lorsqu'Éric et Marguerite parviennent enfin à un consensus sur la meilleure route de fuite, Claire a déjà pris sa décision. Elle va suivre les clochettes mystérieuses, se laisser guider par la musique que seule elle semble capable d'entendre. C'est de la folie, peut-être, mais toute sa vie récente a été une succession d'impossibilités devenues réalité. Je n'essaierai pas de vous dissuader, dit Marguerite lorsque Claire annonce son plan. L'artiste a toujours eu un respect quasi superstitieux pour les signes et les pressentiments. Mais, s'il vous plaît, permettez à Eric de vous accompagner, au moins jusqu'à ce qu'il soit sûr que vous êtes sur la bonne voie. À contre-cœur, Claire accepte. Le jeune guide, bien que sceptique, n'ose pas la laisser partir seule. À l'aube suivante, avant que le premier rayon de soleil ne touche les sommets enneigés, ils partent. Claire montée sur Maximus, Eric marchant à ses côtés, portant des provisions et de l'équipement d'escalade. Le voyage les mène par des chemins que même Eric, avec toute son expérience, ne connaît pas. Des sentiers oubliés qui serpentent à travers des forêts anciennes,
des gorges étroites où la lumière du soleil pénètre à peine. Claire suit les clochettes, qui deviennent plus claires à mesure qu'ils avancent. Le 3e jour, lorsque les provisions commencent à se faire rares et que la fatigue pèse sur eux, le sentier se termine abruptement devant une paroi rocheuse, apparemment infranchissable. « C'est la fin du chemin », annonce Eric, la frustration évidente dans sa voix. Il n'y a pas de passage. Mais Claire descend de cheval, s'approchant de la paroi rocheuse. Ses doigts sensibles explorent la surface rugueuse, sentant chaque saillie, chaque fissure. Et puis elle trouve une ouverture étroite, presque imperceptible, cachée par des buissons denses. « Ici », dit-elle, poussant la végétation sur le côté. « Il y a un passage. » Eric examine l'ouverture, incrédule. « C'est trop étroit. Maximus ne pourra jamais passer. » Comme pour démentir ses paroles, Maximus lui-même s'avance, poussant doucement Claire sur le côté. Avec une agilité surprenante, pour sa taille, le cheval blanc se comprime, se faufilant dans l'espace qui semblait impossible. « Je crois qu'il n'est pas d'accord avec vous », rit Claire, suivant l'animal par le passage. Ce qu'il trouve de l'autre côté laisse même Eric sans voix. Une vallée verdoyante, protégée de tous côtés par des falaises abruptes, comme une forteresse naturelle. Des cascades cristallines tombent des hauteurs, alimentant un lac aux eaux si claires qu'elles reflètent le ciel comme un miroir parfait. Et au centre de la vallée, sur une petite élévation, s'élève un ancien monastère, ses murs de pierre dorés par le soleil de l'après-midi. Les clochettes que Claire a entendues viennent de là, de petites clochettes de cristal mues par le vent, créant une musique céleste qui résonne dans la vallée. « Le refuge des anges », murmure-t-elle émerveillée. Il existe vraiment. Ils sont accueillis au monastère par une femme à la voix douce et aux mains calleuses. La mère supérieure, comme elle se présente, ne montre aucune surprise à leur arrivée. C'est comme si elle les attendait. « Peu trouve le chemin de notre refuge », dit-elle, les conduisant à l'intérieur frais du bâtiment. Seulement ceux qui parviennent à écouter la musique au-delà du son. Le monastère est un lieu de paix et de beauté. Les nonnes, 12 au total, consacrent leur vie à la musique, à la guérison et à la culture d'herbes rares qui ne poussent que dans cette vallée protégée. Elles offrent un abri à Claire et Eric, et un vaste pâturage à Maximus, sans poser de questions sur leur passé ou leurs intentions. Ce n'est qu'après quelques jours, lorsque la confiance s'établit, que la mère supérieure révèle quelque chose qui change tout. Il y a 20 ans, une jeune femme est venue à nous, très semblable à vous, cherchant refuge d'un monde qui l'avait profondément blessée. Elle était enceinte, désespérée, fuyant un mari contrôlant et cruel. Et Claire sent son cœur s'accélérer. Une suspicion, impossible et pourtant inévitable, commence à se former dans son esprit. Son nom, poursuit la mère, était Elise von Altmann. Le monde semble s'arrêter un instant. Claire parvient à peine à respirer. Ma mère est vivante ?» La réponse vient non pas de la mère, mais d'une voix qui émerge des ombres du cloître. Une voix que Claire ne connaît que de ses rêves les plus profonds, des souvenirs les plus anciens enfouis dans son cœur. Claire, ma Claire. Les retrouvailles entre mère et fille sont un moment de joie si pure, si bouleversante, que même les nonnes les plus stoïques ne peuvent retenir leurs larmes. Elise von Altmann, maintenant connue sous le nom de Sœur Maria, embrasse la fille qu'elle n'avait pas vue depuis qu'elle était bébé. « Je pensais que vous étiez morte », sanglote Claire. « Papa a dit que vous aviez disparu, que vous nous aviez abandonnés. » Élise caresse les cheveux dorés de sa fille, si semblables aux siens. « Henri m'a donné un ultimatum lorsqu'il a découvert que mon bébé naîtrait aveugle. Il a dit que je pouvais rester, mais que vous seriez envoyé dans une institution loin de nous, ou que je pouvais partir, mais que je devrais vous laisser derrière. Il a juré que si j'essayais de vous emmener, il utiliserait tout son pouvoir et son influence pour nous retrouver. Alors vous avez choisi de partir, conclut Claire, sans accusation dans sa voix. Je suis partie pour trouver de l'aide pour construire une vie où je pourrais vous accueillir un jour, explique Élise. Mais lorsque je suis revenue secrètement vous chercher, 1 an plus tard, le manoir était entouré de sécurité. Henri avait engagé des gardes, des infirmières, des tuteurs, tous avec des ordres stricts de vous maintenir isolés.
J'ai essayé 3 fois au fil des ans. 3 fois j'ai échoué. Et sa révélation continue toute la nuit. Élise raconte comment elle a trouvé le monastère, comment les nonnes l'ont accueillie, comment elle a trouvé un but dans sa musique et dans les herbes médicinales qu'elle apprend à cultiver, comment elle n'a jamais renoncé à retrouver sa fille, envoyant des espions pour obtenir des nouvelles, rassemblant des ressources pour pouvoir un jour affronter Henri sur son propre terrain. « Et maintenant vous êtes là », dit-elle, tenant les mains de Claire entre les siennes. Le miracle que je priais pour qu'il arrive. Claire a l'impression qu'un cercle se referme. La musique qui a toujours été son refuge. Elle a hérité ce don de sa mère. La connexion, spéciale avec Maximus, son instinct pour sentir au-delà du visible, vient aussi d'elle. « Que se passe-t-il maintenant ?» demande Claire. « Allons-nous rester cachés pour toujours ?» Élise sourit, et il y a une force dans sa voix que Claire n'aurait jamais imaginée. « Non, ma fille, il est temps de récupérer ce qui nous appartient de droit. Henri a peut-être l'argent et le pouvoir, mais nous avons quelque chose de plus précieux, la vérité. » Dans les jours qui suivent, mère et fille planifient. Éric se joint à elle, apportant sa connaissance du monde extérieur, sa volonté d'aider. La mère supérieure offre la sagesse de décennies passées à vivre en marge de la société, trouvant la force dans la foi et la communauté. C'est Anton, le vieux berger, qui apporte la nouvelle qui va catalyser leurs décisions. Ayant finalement retrouvé la localisation de Claire, grâce à des rumeurs et des indices laissés par Éric, il arrive au monastère épuisé, mais déterminé. Henri von Altmann a des ennuis, annonce-t-il après avoir repris son souffle. Ses affaires périclitent. Le conseil d'administration exige un héritier légitime pour continuer à soutenir ses entreprises. Et il y a des rumeurs de pratiques illégales, de contrats frauduleux. C'est l'opportunité qu'elles attendaient. Si Henri est vulnérable, c'est le moment d'agir. Mais Claire surprend tout le monde avec sa proposition. « Je ne veux pas de vengeance », déclare-t-elle. « Je veux la justice, et je veux utiliser la fortune des von Altmann pour quelque chose qui compte vraiment. » Le plan qui naît de cette conversation est aussi audacieux qu'inspirant. Claire participera au prestigieux concours international de musique de Genève, qui aura lieu dans 3 semaines. C'est une compétition qui attire l'attention mondiale, surtout parmi l'élite européenne, exactement le cercle dans lequel Henri évolue. Anton, qui révèle finalement être Edmond Keller, un compositeur de renom qui a abandonné la célébrité après une tragédie personnelle, aidera Claire à préparer une composition originale, une pièce qui racontera son histoire, non pas avec des mots, mais avec des notes qui parleront directement à l'âme des auditeurs. La musique est le langage universel, explique-t-il. Elle dépasse les barrières que les mots ne peuvent pas franchir. Votre histoire, Claire, mérite d'être entendue par le monde. Les préparatifs sont intenses. Claire pratique des heures durant, affinant chaque note, chaque transition. Élise utilise ses contacts soigneusement cultivés au fil des ans pour garantir l'inscription de Claire au concours, utilisant son nom de jeune fille pour ne pas alerter Henri. Éric et Marguerite, qui les rejoint après avoir reçu le message d'Anton, s'occupent de la logistique, transport sécurisé, hébergement discret, itinéraires alternatifs au cas où quelque chose tournerait mal. Même Maximus a son rôle dans le plan, bien que Claire refuse de révéler exactement lequel. Lorsque le grand jour arrive enfin, Claire est prête. Vêtue d'une simple robe blanche créée par Marguerite, elle marche vers la scène du Grand Théâtre de Genève, guidée seulement par son violon et par son courage. Le public murmure, intrigué. Il n'est pas courant de voir une concurrente sans partition, sans accompagnateur et clairement aveugle. Mais lorsque Claire positionne le violon sous son menton, le silence tombe sur le théâtre. Les premières notes sont hésitantes, comme les premiers pas d'un enfant. Peu à peu, la mélodie prend confiance, force, devenant une narration sonore de perte, de peur et finalement de découverte. Claire joue sa vie, son voyage, chaque note une émotion distillée en son pur. Au 3e rang, aux côtés d'investisseurs et de dignitaires, Henri von Altmann pâlit. Il reconnaît immédiatement sa fille, le même port élégant que sa mère, les mêmes cheveux dorés, la même détermination sur le visage, même lorsque tout semblait perdu. Et d'une certaine manière, il sait qu'il assiste à la fin de sa tyrannie.
La musique atteint son apogée, un crescendo d'émotion qui laisse le public sans souffle. Et puis, le moment que Claire a soigneusement planifié se produit. De derrière, la scène, un hennissement puissant résonne dans le théâtre. Maximus, le magnifique cheval blanc, surgit, conduit par Eric. L'animal marche majestueusement jusqu'à Claire, s'arrêtant à ses côtés comme un gardien loyal. « Voici Maximus », annonce Claire, la voix amplifiée par les microphones de la scène. « Il m'a sauvé la vie lorsque j'ai été abandonné dans la forêt par mon propre père, Henry von Altmann, qui a préféré se débarrasser de sa fille aveugle plus tôt, que d'accepter qu'elle puisse avoir de la valeur. » Un murmure choqué parcourt le public. Les caméras de téléphone se lèvent, enregistrant le moment. Henry se lève, essayant de s'échapper, mais trouve son chemin bloqué par des agents de sécurité, engagés au préalable par Élise, qui marche maintenant dans l'allée centrale vers la scène. « Je m'appelle Claire von Altmann », poursuit la jeune femme, la voix ferme. « Et voici ma mère, Élise, que Henry a affirmé être morte. Pendant 25 ans, j'ai vécu dans l'obscurité, non seulement à cause de ma cécité, mais aussi à cause de l'isolement et des mensonges. Aujourd'hui, je choisis la lumière. Je choisis la vérité. Ce qui suit est l'un des plus grands scandales médiatiques de la décennie. L'histoire de l'héritière aveugle abandonnée dans la forêt, du cheval loyal qui l'a sauvée, de la mère qui n'a jamais renoncé à la retrouver. Tout cela, capturé dans des vidéos qui deviennent rapidement virales. Henry est arrêté pour interrogatoire, ses entreprises sont enquêtées, son empire commence à s'effondrer. Mais Claire ne reste pas pour voir la chute. Après sa déclaration publique, elle, Élise, Eric et Maximus disparaissent. Non pas pour se cacher, mais pour commencer le prochain chapitre de leur vie. 1 an plus tard, sur les pentes ensoleillées non loin du refuge des anges, une nouvelle construction s'élève parmi les pins. L'Institut von Altmann pour jeunes artistes, une école pour enfants handicapés qui souhaitent explorer leurs capacités artistiques. Avec la partie de la fortune familiale qui a été légalement restituée à Claire et Élise, elles ont créé un sanctuaire où la différence n'est pas vue comme une limitation, mais comme une possibilité. Au centre de la cour principale, une statue de bronze d'un majestueux cheval blanc rappelle à tous l'histoire extraordinaire qui a rendu tout cela possible. Et chaque après-midi, lorsque le soleil commence à se coucher, Claire peut être trouvée jouant de son violon dans cette même cour, avec Maximus paissant tranquillement à ses côtés. La musique qu'elle joue ne parle plus de douleur ou d'abandon. Elle parle de nouveaux départs, de possibilités, d'un avenir où les limitations ne sont que des défis à surmonter. Une mélodie qui s'élève au-dessus des montagnes, faisant écho au message que Claire consacre maintenant sa vie à répandre, que la véritable vision ne dépend pas des yeux, mais du cœur. Et tandis que les notes flottent dans l'air de la montagne, se mêlant au son des clochettes de cristal qui tintent encore doucement dans la vallée, Claire sourit. Car enfin, après un voyage incroyable, elle a trouvé sa maison. Pas un lieu, mais un but. Pas une condition, mais un choix. Le choix de vivre pleinement, d'aimer profondément, et de ne jamais, jamais laisser l'obscurité définir qui elle est ou qui elle peut devenir.